Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information dans le Berry. Nous sommes le jeudi 12 juillet, soyez les bienvenus. De tout nouveaux arrivants à découvrir au zooparc de Beauval depuis ce printemps, le clan des loups arctiques vous attend, mais aussi le territoire des guépards, sans oublier le petit chouchou, le bébé panda. En tout, ce sont 600 espèces différentes à découvrir à Saint-Aignan. Un cours de préparation à l'accouchement dans une voiture, cela se passait ce matin à Saint-Ény. Les œuvres de Roberta Marrero et de Jérôme Zunger sont à découvrir au Transpalette de Bourges jusqu'au 16 septembre. L'invité de la rédaction aujourd'hui, c'est Pierre-François Gachet. Avec le directeur académique des services de l'éducation nationale, nous ferons un point sur le bac et cette rentrée 2018. Le zooparc de Beauval se prépare à fêter le premier anniversaire du panda Yang Meng, né le 4 août 2017. Depuis son arrivée, il a focalisé le regard de nombreux spectateurs et il a fait sa place parmi les 10 000 animaux. Dans les nouveautés de ce printemps, le zoo accueille une espèce emblématique, à la fois fascinante et inquiétante, le loup, mais également le plus athlétique des félins, le guépard. Visite du parc avec Rémi Glomot. Depuis le mois d'avril, Mishka l'ours brun s'habitue à son nouvel enclos avec ses points d'eau, ses grottes et son terrain plus volumineux. Il s'agit là de l'un des nouveaux secteurs du zooparc de Beauval. C'est toute une nouvelle zone qui a été créée pour l'ours qu'on avait déjà dans le parc, mais vraiment au milieu du parc, dans un plus petit enclos. Et les nouveautés, les loups qui, eux, viennent d'arriver. On a 3 individus qui viennent d'arriver de l'Est de la France et d'Angleterre. Ce sont des loups arctiques, donc des loups blancs. 3 individus qui ne se connaissaient pas, à part les 2 mâles qui sont 2 frères. La femelle vient d'un autre parc. Et du coup, on a fait toute la création, la nouvelle zone, l'enclos extérieur, le bâtiment, tout ça, c'est tout nouveau. On va essayer de créer une meute, donc l'année prochaine, vers le mois de janvier-février, quand la femelle sera en chaleur. Là, pour l'instant, les mâles ils sont vraiment jeunes, donc il n'y a pas trop de compétition. Je pense que la femelle, quand elle sera en chaleur, là, il va y avoir un dominant et un dominé qui vont être bien marqués, et ça sera le dominant qui va s'accoupler avec la femelle. Alors, les enclos sont étudiés quand même avant d'être réalisés, et on essaye d'arborer ça, de mettre de la végétation, un point d'eau, etc., que ça soit vraiment joli et que ça ressemble le plus au milieu naturel. De l'autre côté du parc, près de la savane, 6 nouveaux félins font leur apparition avec un nouvel enclos adapté à leurs besoins. On a accueilli les guépards au fin mars 2018. Donc on a reçu 6 guépards, donc c'est 6 demi-frères au final, qui sont ensemble depuis qu'ils sont tout petits. On a rarement vu des animaux, des nouveaux arrivants qui s'adaptent aussi rapidement. Le fait, je pense, qu'ils soient en groupe du coup et qu'ils se connaissaient déjà d'avant, ça les a rassurés mutuellement et du coup ils sont tout le temps ensemble quasiment. Et pendant la découverte de l'enclos, ça a été assez rapide et ils sont vite sentis à l'aise. Ce qui les stimule beaucoup, c'est du coup l'enclos de la savane qui se trouve juste en face. Parce que du coup, les guépards sont des prédateurs et en face ils ont des proies comme les gazelles, les zèbres, etc. Donc ça les a beaucoup stimulés. Cet enclos ressemble beaucoup à l'enclos qui a été fait pour les lions l'année dernière. Donc c'est sur le même principe, quoi. C'est pour que ce soit assez ouvert par rapport pour la vision du visiteur. Après, ça ne veut pas dire que c'est moins sécurisé, hein. Au niveau de sécurité, c'est toujours le même principe. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette barrière visuelle et c'est vrai qu'en tant que visiteur, c'est plus agréable. Pour ces journées non loin du zooparc en famille, les Hauts de Beauval ont ouvert leurs portes avec un cadre original. Là, nous sommes au Haut de Beauval, notre 4e complexe hôtelier que nous avons ouvert à la fin de ce mois de mars pour accueillir une clientèle toujours plus nombreuse, une clientèle familiale qui vient spécialement passer le week-end chez nous à Beauval ou qui viennent en vacances chez nous. Nous venons d'ouvrir le 4e complexe hôtelier, 4 hôtels en 10 ans. Les 2 premiers sont plutôt indonésiens. Le 3e plutôt chinois, les pagodes de Beauval, et le 4e africain. Nous devons à chaque fois trouver des thèmes plutôt exotiques, afin de faire rêver notre public lors d'un séjour en Loire-et-Cher au zooparc de Beauval. Chaque année, Beauval s'étoffe avec l'arrivée d'un télécabine dès l'année prochaine, ainsi qu'une immense serre tropicale qui devrait ouvrir ses portes pour les 40 ans du parc en 2020. Le collectif C'est pas demain la veille, qui conteste la fermeture de la maternité du Blanc, se mobilise une fois de plus. Il a organisé ce matin une opération peu commune, un cours de préparation à l'accouchement dans une voiture. Schéma qu'a suivi Briag Cavalin ce matin.
Et le fait d'inspirer et d'expirer surtout profondément dans la paille va canaliser notre attention. Avec une paille pour aider à la respiration et mieux gérer le stress de la situation, ou encore de la corde et une paire de ciseaux pour couper le cordon et éviter l'hémorragie du nourrisson. Ces futures mamans sont bien loin des cours de préparation traditionnels. Accoucher en voiture, c'est pourtant un risque accru depuis la fermeture estivale de la maternité. Pour Noémie, le trajet en voiture a même triplé de 15 à 45 minutes, une éventualité pas prévue au départ. Ça change tout, parce que là, par exemple, on vient justement pour se préparer à si on accouche en voiture. Alors que c'était une option que je n'avais pas du tout envisagée en allant accoucher à la maternité du Blanc à 15 minutes. Donc voilà, on va préparer un nouveau sac spécial accouchement en voiture. Et, je veux dire, on se demande un petit peu où on va et où on est, quoi. Donc vous avez déjà la couette, la bâche, la ficelle pour le cordon avec les ciseaux. Quand on a aménagé il y a moins d'1 an dans la région, avec l'intention d'avoir un bébé, j'ai trouvé un petit village pas loin d'une maternité, super, on sera bien. Parce que bon voilà, notre métier nous force à bouger, et surtout mon conjoint. Donc là il est absent, il revient en juillet, il repart en septembre, et moi c'est prévu fin septembre. Donc il ne sera pas là. On pense à tout et à rien parce que c'est beaucoup de stress. J'étais pas stressée à l'idée d'accoucher, maintenant oui, parce que c'est débrouillez-vous et puis voilà, quoi. Liste de préparation de ce nouveau trousseau, pensez au chargeur de téléphone compatible allume-cigare, disposer d'un véhicule fiable avec le plein, de quoi rassurer un peu mais pas tant que ça, et c'est dans un véhicule adapté, bien plus fonctionnel que les automobiles usuelles. Quand on est à l'hôpital, on a un cocon quand même finalement avec des personnes qui ont l'habitude du quoi, sachant que si on est sur bord de route, l'aide est la bienvenue. Mais voilà, il y a quand même un gène qui s'installe vis-à-vis des autres. Je pense que c'est pas la meilleure chose à avoir, tout simplement. Aujourd'hui, on est plutôt en train de remettre l'accent sur l'accompagnement physiologique des accouchements, le respect du nouveau-né qui va naître. On met en place des labels pour accueillir dans de bonnes conditions les enfants. Accoucher seul dans une voiture n'a rien d'idyllique, même si on accueille avec tout notre amour notre enfant, quoi. Le fait d'être loin d'une maternité, c'est beaucoup plus anxiogène. Il faut s'organiser, il faut partir beaucoup plus tôt. On ne sait même pas si c'est vraiment le moment pour partir. Et le fait d'augmenter la dose de stress augmente aussi le ressenti douloureux de la contraction. Et du coup, c'est clair que c'est ça, rien que ça, c'est déjà des points négatifs. Endossant le rôle de sage-femme par intérim, les conjoints ou accompagnants seront peut-être confrontés aussi à devoir dégager des cordons enroulés autour de bébés, gérer dans l'urgence quelques gestes dévolus aux professionnels. Eux aussi bénéficieront d'un cours de prévention pour limiter les accidents. De toutes nouvelles expositions sont à découvrir au Transpalette de Bourges. Jérôme Zonger, diplômé en 2001 de l'École supérieure des Beaux-Arts de Paris, développe depuis plus de 10 ans une œuvre virtuose centrée sur le dessin. Autre artiste espagnole, Roberta Marrero, s'intéresse à des univers divers, pouvant aller du baroque au Hollywood classique. Ses thèmes de prédilection sont l'enfance, la transsexualité et les héros et héroïnes. Visite guidée avec Laurent Mabed. Leur point commun, un goût affirmé pour le dessin. Jérôme Zonder et Roberta Marrero sont réunis tout l'été dans une exposition au Centre d'art contemporain Le Transpalette à Bourges. Deux artistes explorateurs de nos mythologies. Jérôme Zonder propose le portrait d'une jeune fille, Garance, en référence au personnage incarné par Arletty dans Les Enfants du Paradis. Donc Garance, c'est un personnage narratif sur lequel Jérôme travaille depuis maintenant presque 10 ans. Et ici, en fait, au Transpalette, il a choisi de synthétiser l'histoire de Garance sur les 2 dernières années de travail, donc c'est-à-dire sur Garance qui a entre 17 et 20 ans, on va dire, et sur Garance qui découvre son corps, ses engagements, ses résistances, et finalement comment nous, à travers non seulement les dessins, mais aussi le texte de Virginia Woolf qui recouvre les murs du Transpalette, comment on va rentrer dans sa construction identitaire et politique à travers donc à la fois le texte et les dessins.
L'artiste espagnole Roberta Marrero explore quant à elle notre société de consommation à travers ses icônes les plus représentatives. Un travail de détournement pour créer du sens et donner libre cours à notre imagination. J'utilise beaucoup d'images de la culture populaire, mais pour parler d'autre chose. Pour parler du féminisme, de la politique, de l'identité, de ma propre identité en tant que femme transsexuelle par exemple. Et il me semble que c'est de ça surtout dont parle mon travail en réalité. Pas tant de la culture populaire, mais plutôt de tous ces autres sujets que la culture populaire me permet d'aborder et de détourner. Un travail en grande partie autobiographique qui évoque les préoccupations de l'artiste et son engagement militant. Toutes mes œuvres parlent de moi finalement. Je crois que nous, les artistes, nous ne parlons que de nous-mêmes à travers nos œuvres. Concrètement, je me sers de ma vie personnelle, je me sers de mes états d'âme. C'est pour ça que j'aime travailler manuellement. Je n'utilise rien qui soit manufacturé, sauf du recyclage. Ma technique est manuelle, car il me semble que c'est le meilleur moyen de retranscrire sur le papier ce que je ressens sur le moment, et ça joue un grand rôle dans mon processus de création. Pour l'exposition, Roberta Marrero a peint in situ une fresque sur les murs, une œuvre énigmatique et un brin provocatrice. Esto es un poema, esto es un autorretrato, esto es un pedazo de mierda. Ceci est un poème, ceci est un autoportrait, ceci est de la merde. Je l'ai écrit en anglais. J'aime bien d'évaluer le travail artistique. Les gens pensent que si on est artiste, alors cela signifie qu'on est sensible, etc. Alors, j'aime bien écrire ce genre de choses pour démystifier et rabaisser le rôle de l'artiste dans la société, qui n'est rien d'autre que quelqu'un qui crée des choses. Ce n'est que ça. C'est donc un poème visuel, on peut dire ça. Es un poema visual, podríamos llamarlo así. Les deux expositions de Roberta Marrero et Jérôme Zonder sont à découvrir à Bourges, au Transpalette, jusqu'au 16 septembre. On passe à la deuxième partie de ce journal avec notre invité Pierre-François Gachet, le directeur académique des services de l'éducation nationale. Pierre-François Gachet, bonjour. Bonjour. Les résultats du brevet des collèges sont tombés dans l'académie, notamment dans l'Indre. Alors on va faire le point sur les chiffres. Est-ce qu'ils sont bons ? Il pourrait être meilleur. Il pourrait être meilleur. Cette année, contrairement aux 2 années précédentes, les résultats ne sont pas excellents. Nous avons connu un trou d'air, il faut le dire, dans les épreuves de français. Nos élèves ont très bien réussi en sciences, en histoire-géographie, où nous avons les meilleurs résultats de l'académie. Ils sont assez corrects en mathématiques, mais il faut bien dire qu'en ce qui concerne le français, les résultats sont en dessous de nos attentes et bien entendu, on y sera très vigilant l'année prochaine. 85,5%. Ça, c'est le résultat global. Résultat global dans l'académie, mais dans l'Indre. Résultats du baccalauréat aussi qui sont tombés très récemment. Oui. Alors, comment on peut les commenter ? C'est à peu près la même chose. Alors, c'est un petit peu différent selon les séries, bien sûr. C'est assez bon dans la voie professionnelle. Il y a un net progrès par rapport à l'année précédente et encore plus par rapport à il y a 2 ans. Les résultats du bac professionnel sont en hausse et se tiennent très bien dans l'académie. Les résultats du bac technologique sont moyens, à hauteur de la moyenne académique. Sur le bac général, on est un tout petit peu en dessous. Les différences ne sont pas considérables, mais là aussi, comme pour le brevet, c'est décevant. Ouais, 89,5% en voie générale. Oui, 89,5%, c'est 2 points en dessous de la moyenne académique. Ça ne représente pas non plus des milliers d'élèves, bien entendu. Hein. Il y a à peu près 1700, un peu plus de 2000 élèves qui étaient inscrits, un peu plus de 2000 élèves inscrits pour passer le bac cette année dans l'Indre. Donc ça ne représente pas des différences énormes, et puis sur des chiffres, des nombres relativement peu importants, 1 point de pourcentage, ça représente assez peu d'élèves, mais quand même, il n'y a aucune raison objective qui justifie le fait que les élèves de l'Indre réussissent moins bien que les autres. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir plus de pourcentage ? Eh bien, nous allons y travailler bien sûr avec l'établissement,
D'ailleurs, on a déjà commencé dès lundi dernier, on avait une réunion. Et puis à la rentrée prochaine, bien entendu, également. Et peut-être augmenter la qualité de l'accompagnement. Parce que ce qui permet aux élèves le mieux de réussir, ce n'est pas la différence entre les cours. Tous les cours sont bien faits, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. C'est peut-être que nous ne sommes pas encore suffisamment engagés dans l'accompagnement individuel des élèves qui sont un peu fragiles. Et ça, il va falloir que nous avons une marge de progrès à ce niveau-là. Très bien. Sujet incontournable, Parcoursup. Après le bac, il faut s'intéresser aussi à son avenir. Alors Parcoursup, oui, les résultats là sont bons. Nous avions cette année un peu plus de 1700 élèves inscrits dans Parcoursup, parce qu'il faut savoir qu'il y a des élèves qui ne s'inscrivent pas, parce qu'ils ne le souhaitent pas. Il y a des élèves qui s'inscrivent pour poursuivre leurs études dans des formations qui ne passent pas via Parcoursup. Donc nous avions un peu plus de 1700 élèves, et au dernier pointage, qui date du 7 juillet, enfin pas tout à fait du 7 juillet, mais du 6 juillet, nous avions 1200 élèves qui étaient déjà acceptés dans des formations, et un peu moins de 300 élèves qui étaient encore en attente. Et puis, hélas, plus d'une centaine, près de 130 élèves qui ont démissionné en cours de route. Alors, soit ils ont démissionné de Parcoursup parce qu'ils ont trouvé autre chose, ça arrive. Notamment, par exemple, des élèves de la voie professionnelle qui ont trouvé un apprentissage avec un chef d'entreprise, et donc, dans ce cas-là, ils démissionnent de Parcoursup, évidemment. Soit des élèves qui ont simplement démissionné et qui n'ont pas de projet, et ça, c'est ceux qui nous inquiètent le plus. Ils ne sont pas très nombreux, mais si peu qu'ils soient, ça nous inquiète. Et puis, ce qu'il faut également signaler, c'est la difficulté dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Alors, ce n'est pas propre à l'Indre, c'est vrai dans la France entière. C'est que beaucoup d'élèves qui se sont vus proposer des réponses positives les ont acceptées, mais néanmoins, ils ont quand même conservé les dossiers en attente, en se disant peut-être que ça va se débloquer. Et par conséquent, dès lors que tous les élèves conservent leur dossier en attente, eh bien justement, ça ne se débloque pas. Et là, nous sommes un petit peu dans une phase... maintenant, c'est les vacances, donc de toute façon, ça va ralentir. Mais nous sommes dans une phase de calme. Et il est clair que maintenant, à partir du retour de la fin août, les choses vont se précipiter un peu. Les élèves auront moins de temps pour accepter. Et très clairement, quand ils verront les jours passés, ils accepteront les propositions qui leur sont faites, et qui sont toutes des propositions qui correspondent à leurs vœux. Attention, il faut quand même le rappeler. Aucun élève n'est affecté sur une filière qu'il n'a pas choisie. Je rappelle également que Parcoursup est ouvert jusqu'autour du 20 septembre pour être sûr que tous les bacheliers trouvent une solution pour l'année prochaine. Ouais. Alors tous les 300 élèves là qui sont en attente, justement, vous voulez rassurer en leur disant que tout va se débloquer à la rentrée. Alors tout ne va pas se débloquer, mais en tout cas, il y a beaucoup de situations qui vont se débloquer, parce que dès lors que les élèves qui auront fait un choix qui leur convient vont renoncer et indiquer dans Parcoursup qu'ils renoncent aux vœux en attente, eh bien, ces vœux en attente, immédiatement, vont se libérer, et libérer des places pour d'autres. C'est ça. Donc à ce moment-là, le cercle vertueux se remet en marche. Pour une phase d'adaptation, j'imagine. C'est la première année, c'était relativement nouveau, c'était même tout à fait nouveau, il faut quand même bien le dire. C'était assez simple d'utilisation, d'ailleurs personne ne s'est plaint de la difficulté d'utilisation. Ça, c'est une certitude, et j'ai pu d'ailleurs m'en rendre compte au quotidien, parce que j'ai parmi mes collaborateurs les plus proches plusieurs personnes dont les enfants étaient concernés. Ça nous a permis de suivre ça en direct. Mais c'est vrai que c'était tout à fait nouveau. Il faut effectivement un temps d'adaptation. En tout cas, ce qui est certain, je veux le redire, c'est que le système de Parcoursup, par rapport à l'ancien système qui s'appelait APB, a beaucoup progressé, parce qu'aujourd'hui, grâce à cela, les élèves ont beaucoup plus de choix. Et puis on a éliminé le fameux tirage au sort qui était, il faut le dire, quand même peu acceptable. Réforme du bac en 2021, ça va être un gros chantier, ça aussi, pour l'éducation nationale. Oui, tout à fait. C'est le chantier numéro 1 de la rentrée prochaine, parce que effectivement, la nouvelle mouture du bac sera pour les candidats de 2021, mais ces candidats sont ceux qui entrent en seconde à la rentrée qui vient.
Donc la réforme du bac s'accompagne d'une réforme du lycée qui prend effet réellement et complètement à la rentrée 2019. Donc on a encore une année pour s'organiser. Mais dès la rentrée prochaine, il y a un premier élément qui se met en place, c'est que tous les élèves de seconde, quels qu'ils soient, aussi bien dans les voies générales, technologiques que professionnelles, vont se voir proposer dans les premiers jours de l'année scolaire une sorte d'évaluation de positionnement, si vous voulez, qui leur permet des tests, qui leur permettent de se situer, qui permettent aux professeurs de savoir où ils en sont et quelles sont leurs difficultés éventuelles, afin ensuite d'y remédier plus facilement. Et ça, c'est valable pour absolument tous les élèves. Très bien. Alors nous sommes, les élèves sont en vacances. Bien sûr. Faut en profiter. Juste un petit mot. Comment on envisage la rentrée 2018-2019 ? Les syndicats sont inquiets. Certains parents d'élèves, certains enseignants. Qu'est-ce que vous leur dites ? Alors oui, il y a des personnels qui sont inquiets. J'en ai reçu beaucoup. C'est tout à fait normal. C'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est le dialogue social. J'ai eu beaucoup d'entrevues avec des délégations venant de certains établissements, avec des représentants des élus du personnel, avec des parents d'élèves également, avec des élus aussi, qui, c'est bien normal, se posent des questions. Bon, c'est vrai que nous avons connu une fin d'année un petit peu mouvementée, en raison principalement des variations de population scolaire. Pour le dire en 2 mots, les prévisions que nous avions faites en janvier avec les chefs d'établissement se sont pour l'essentiel confirmées, mais dans certains lieux, un nombre suffisamment, une demi-douzaine de collèges, nous avons connu des variations importantes dues aux demandes de dérogation. Il y a beaucoup de familles qui demandent une dérogation pour l'entrée en 6e. Nous sommes dans des taux de demande de dérogation qui sont très supérieurs aux autres départements de la région, pour des raisons que je n'analyse pas complètement, mais nous avons eu pratiquement 300 demandes de dérogation pour un peu plus de 2000 élèves qui entrent en 6e. C'est considérable. Et ces demandes de dérogation, qui pour l'essentiel sont acceptées parce que tout simplement c'est un droit, et qu'il n'est pas question de ne pas reconnaître le droit des usagers, eh bien ça nous a perturbé la fin d'année. Il a fallu prendre des mesures, il a fallu effectivement retirer un certain nombre d'heures de dotation à certains endroits, mais en ajouter aussi beaucoup à d'autres. Et là, nous sommes normalement arrivés à un équilibre qui nous permet d'envisager la rentrée dans de bonnes conditions. Très bien, sereinement. En tout cas, on va vous souhaiter de bonnes vacances. Merci, vous aussi. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Pour la suite de vos programmes, vous avez rendez-vous avec Berry Match à 18h50, puis un documentaire à 20h50. Mais comment t'as fait, Mathieu Bogart ? Je vous souhaite de passer une belle soirée sur BIP TV.